Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait deux segments, là. On reprend un peu le format. On avait été bien intentionné de ramener un petit peu plus de mixité et des l'instinct Dans vos économie poches? et dans vos poches. On le remet de côté complètement en faisant des places au débat abondants et des hauts sons de la cloche. On en parlait justement en off un peu, là. L'actualité essaie d'imprégner beaucoup nos sujets, mais le monde global de la finance, ça paraît que c'est l'été. Les sujets se veulent un peu plus tranquilles, ce qui est pas mauvais. J'entends certaines personnes qui vont me rappeler la crise, la semi-crise bancaire qu'on a connue v'là quelques mois à peine avec les faillites à gauche à droite. Donc bon, oui, c'est sûr qu'on peut pas se plaindre quand les sujets sont moins d'avant-garde que, tu sais, ça met à risque nos emplois, là. Donc ça, c'est un point intéressant, mais ça nous amène peut-être à parler un petit peu plus d'actualité qui déroge un peu de la finance. Donc en première partie, vous allez voir, là, on va tomber un peu dans le monde géopolitique, dans le monde militaire aussi, là. Donc sujet très d'actualité chez Gab, tu beaucoup, à en parler. C'est le genre de sujet d'ailleurs, Gab, où tu as souvent beaucoup d'inspiration, ce que je te lève mon chapeau. Merci. Euh, et en deuxième partie, on va vous faire un haut son de la cloche, là. On va également parler d'un topo, un peu d'actualité. Ça n'a pas fait. Quand c'est arrivé, j'avais un peu la vision. Un, je voulais en parler. Deux, je me pensais peut-être que ça allait avoir un peu plus d'impact au niveau des marchés. Ça a été discuté, mais effectivement, l'impact n'a pas été aussi notoire qu'on l'aurait pensé. Donc, c'est un peu lié au cas de crédit. Donc, petit spoiler d'avance pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on s'en va d'ici peut-être 20-25 minutes là, pour le podcast. Mais avant toute chose, je vais te laisser, Gab, faire le disclaimer du début d'épisode. Ouais, bah oubliez pas évidemment que dans le podcast État financier, vous êtes bien au courant que tout ce qu'on dit, c'est que notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation évidemment officielle de placement ou de quoi que ce soit. On vous invite évidemment à prendre contact avec un expert qui compte aussi, est autorisé aussi pour vous émettre des recommandations là où vous trouvez, lui seul ou elle seule. Je pense, en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures options de placement, d'investissement disponibles selon vos besoins financiers. Puis consulter évidemment un fiscaliste, comptable, etc. sur des questions particulières sur ces sujets-là. Comme tu l'as dit, JP, effectivement, l'actualité est un peu plus faible. En fait, au niveau de la finance, tu l'as bien dit, l'été fait du bien aussi, hein, tu vois. Là, je fais un petit aparté. Là, c'est vrai que c'est des périodes où parfois, justement, c'est un peu plus tranquille. Moi, je suis beaucoup plus occupé là pour toutes sortes de raisons. Là, donc, ce qui fait que, bon, des fois, ça nous aide, mais des fois, ça nous aide pas, en tout cas pour le podcast. Donc, d'ailleurs, si vous avez des suggestions d'épisodes ou des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde, ça me ferait très plaisir. Euh, Contactez-nous, puis ça nous fera plaisir de pouvoir l'aborder aussi, voir si c'est aussi pertinent aussi au cadre du podcast. Des fois, on est un peu plus en panne, en tout cas des fois sur certaines semaines, mais bon, on a réussi à trouver, je pense, deux épisodes, enfin, en tout cas deux segments qui me paraissent très intéressants, en tout cas, et puis j'ai hâte de commencer, en tout cas particulièrement le premier, puisque c'est moi qui ai dit, qui ai donné l'idée. Donc, qu'est-ce que t'en dis, JP? On peut lancer le premier jingle? Exactement, oui, absolument. Lançons le premier segment, le place au débat. Parfait. Donc, sujet, comme tu l'as dit, Gab, que tu as proposé, sujet qu'on a d'ailleurs parlé là, dans notre classique brunch du week-end. Je vais être carte blanche. J'ai personnellement appris qu'il se passait quelque chose de plutôt drastique dans ce pays en apprenant que le Canada arrêtait ou suspendait son financement, là. On veut parler du coup d'État au Niger. Donc, je dois le dire, j'ai appris par l'entremise de notre ministre des Affaires étrangères qu'on coupait des bonnes sommes, les modiques sommes quand même, parce qu'on envoie quand même beaucoup plus d'argent ailleurs, pareil, mais que notre financement qu'on a envoyé au Niger était coupé, et c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc, effectivement, coup d'État qui a eu lieu entre, bon, l'armée a pris le pouvoir, a renversé le président qui était en place. Le président renversé, là, Mohamed Bazoum, a été, justement, j'essaie de retrouver quel était le nom du groupe, du groupe qui s'opposait. C'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, voilà, qui était le regroupement militaire qui a pris le pouvoir de force. Et on se retrouve présentement là, bon, avec la capitale, Niamey, qui est prise au siège. Il y a également eu, je pense tout récemment, là, ils ont fermé l'espace aérien. Il y avait un ultimatum, je pense, le 30 juillet, là, qui avait été émis là, par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest
dans le but justement d'essayer de trouver une solution un peu plus pacifique là, à cette prise de pouvoir armée-là. Par contre, bon, ça n'a pas été respecté. C'est là où justement le regroupement là, a en plus confirmé là, qu'il fermait l'espace aérien là, pour limiter toute possible opposition de la part de certains pays frontaliers. On sait là, qu'il y a le Mali et le Burkina Faso là, et je pense les Nigériens, entre autres, qui visaient quelque chose. Non, en fait, non. Le Mali et le Burkina Faso ont aussi appuyé la cause, si je me trompe pas. Corrigez-moi. Le Niger est appuyé par le Mali et le Burkina Faso parce qu'en 2020 et 2022, je pense 2020 au Mali, 2022 au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État également. Donc il y a quand même un petit Ouais. regroupement globalement dans le centre de l'Afrique et le centre de l'Afrique et l'Ouest qui appuie un peu cette cause-là. Et certains pays, on peut aussi parler de la position de la France. Je pense que Gab, tu pourras en parler également un peu plus, là, qui essaie de contribuer à ce que ce conflit qu'il y ait une désescalade du conflit. Oui. Ouais, et puis c'est comme tu l'as bien dit, en fait, JP, je pense que tu as résumé pas mal la complexité en fait de ce conflit, puisque tu vois, en ce moment, tu l'as dit, une succession en fait de différents événements en Afrique de l'Ouest, bah, qui contribuent en fait vraiment à l'instabilité de la région, hein, d'un point de vue politique. On sait que c'est toujours très compliqué déjà dans la plupart des États africains de garantir un gouvernement stable, un État de droit en fait, plus généralement. Euh, la succession des événements que tu as décrits, en fait, est effectivement très inquiétante. Tu l'as bien dit. Alors, il y a eu la Guinée aussi qui a connu un coup d'État, donc notamment le président Monsieur Condé qui a été destitué. Et tu l'as bien dit, au Mali, il y a eu deux, ou je crois au Burkina, il y a eu deux coups d'État successifs en même pas un an. Le Mali, bah, c'est le plus récent. Là, je crois que ça datait de 2021. Puis effectivement, plus récemment, effectivement, le Niger est le prochain État qui est tombé après cela. Donc, très inquiétant parce que ces groupes paramilitaires ou ces juntes, comme on les appelle, tu as dit c'est le groupe ce Salvation machin Ouais, c'est une junte militaire, évidemment. Donc, c'est l'armée qui a repris le pouvoir, effectivement, dans ces États-là. Donc, c'est des dictatures, on va dire, militaires. Et ben, sont en grande partie supportées, effectivement, par les milices Wagner. Alors tu vas me dire, attends, Wagner, la dernière fois qu'on a entendu parler, c'était il y a quelques mois, quand notre ami, enfin ami entre guillemets, là vous me voyez pas, la Prigogine avait essayé de foncer avec son armée de tanks sur Moscou, puis qu'il avait disparu soudainement. Ben non, il est de retour. Il est de retour, je te l'annonce. Prigogine est de retour, effectivement, de plus belle en Afrique. Et d'ailleurs, ces dernières déclarations étaient assez lunaires, parce qu'il disait que ça y est, notre avenir est vers l'Afrique. Et bah oui, effectivement, le groupe Wagner a fait sa fortune effectivement en pillant des ressources, en se finançant grâce aux ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, puisque on le rappelle, cette région-là est extrêmement riche, parce que c'est là où devient tout le problème, ce que tu introduisais, JP, avec la question de la position de la communauté internationale. Bah, faut rappeler que c'est une région très stratégique. Stratégique d'un point de vue militaire, puisque la fameuse zone des trois frontières, qui est donc entre le Burkina, le Mali et le Niger, est une zone avec un terreau terroriste en fait assez important. On sait que c'est là où il y a eu l'intervention française il y a maintenant une dizaine d'années. Là, je me souviens, c'était sous François Hollande, donc ça date déjà d'un bout. C'est là où effectivement le but était de reprendre en fait du terrain sur des régions contrôlées par des séparatistes islamistes, donc notamment Al-Qaïda ou je crois État islamique, là, donc qui était dans la région et qui effectivement tissait évidemment des liens très importants, puis des réseaux de trafic d'armes, effectivement de formation de terroristes, donc c'est un premier problème. Deuxième enjeu stratégique, je dirais, c'est toutes les ressources naturelles. On sait que c'est la région la plus importante en Afrique pour la production d'uranium. Le Niger, d'ailleurs, c'est 15% des chiffres que j'ai vus. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Je crois que c'est 15% des approvisionnements de la France, donc ce qui n'est pas négligeable, en sachant que la France est une des plus grosses puissances nucléaires au monde. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, en sachant que 15% de ton approvisionnement est potentiellement à risque, en sachant que maintenant tu es allié plus vraiment avec le régime et, euh, et que maintenant l'alliance se fait maintenant avec la Russie.
Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, évidemment, bon, la France a 10 ans de réserve à peu près d'uranium, mais c'est quand même inquiétant. Tu perds un partenaire, effectivement, hyper important d'approvisionnement d'une ressource qui va devenir de plus en plus cruciale. Et je pense que le troisième point, c'est un point de vue d'alliance. Tu l'as bien dit, maintenant, il y a un nouveau bloc qui est en train de se construire, un bloc autour des proches de Poutine. On sait que l'influence maintenant est grandissante de nouvelles puissances, hein, intermédiaires ou de grandes puissances en Afrique. Notamment bah, la Chine, c'est le meilleur exemple, mais on a parlé de la Russie, de la Turquie évidemment, qui est extrêmement dynamique dans la région pour essayer de créer évidemment des réseaux culturels, des réseaux d'influence à travers le continent. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est inquiétant parce que la place des grandes démocraties, évidemment, est en train de s'effriter, hein. Très clairement, la France a plus vraiment d'alliés dans la région. La seule étant le Tchad, donc, qui est le gouvernement du fils d'Idriss Déby, là, qui s'appelle aussi Idriss Déby d'ailleurs. Donc, pas forcément la meilleure démocratie d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir que maintenant, bah, il y a un rabattement au niveau des cartes. On avait notre partenaire majeur dans la région, qui était le Niger, qui était le seul État à peu près stable, malgré qu'il y a eu des fois des tentatives de coups d'État très fréquentes qui avaient été déjouées. Et ben là, malheureusement, ça tombe. Donc, je ne sais pas si JP, tu avais d'autres commentaires à faire ou peut-être d'autres points que tu voulais aborder. Ben, ce qui est embêtant un peu toujours, là, ça reste le point, on le soulevait, là, le fait que le Mali et le Burkina Faso appuient la cause, je pense qu'il était mentionné même, c'est que s'il y avait une intervention qui était faite par certains pays là, qui veulent rétablir justement le pouvoir là, au président au Niger, eux considéraient ça comme étant une prise de position puis une déclaration de guerre envers ces deux pays-là. Donc là, on aurait le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui s'embarqueraient un peu dans une opposition. On le dit, le mix djihadiste là-dedans n'aide pas, donc on se retrouve un peu avec un espèce de triforce d'opposition là, entre les différentes armées des pays qui ont pris le pouvoir par la force, la communauté internationale et ainsi que les différentes milices djihadistes, là. Donc c'est un peu un contexte plutôt explosif sur tu sais, à quel degré ça peut aller, ça peut se rendre. On avait déjà parlé dans d'autres sujets, là, d'autres places au débat. J'ai toujours un peu mon avis pessimiste là, sur le fait que, bon, c'est un peu les mêmes pays qui vont essayer de prendre position pour rétablir les choses, là. La France, l'Algérie sont nommés. Par contre, on voit clairement que les États-Unis n'y portent pas une attention qui est énorme, là. On a vu également le Canada qui a emboîté le pas, je le mentionnais, avec une coupure du financement, mais pas grand-chose qui est fait de plus. Donc, c'est un peu là où ça rappelle un peu ce genre de situation-là. Un, le fait que ça arrive à maintes reprises, là. On parle souvent du conflit en Ukraine, mais il ne faut pas oublier ces conflits plus régionaux-là, mais qui sont tout aussi majeurs et qui ont encore plus d'impact à un certain degré sur la vie humaine plus globalement, parce que c'est des conflits qui perdurent depuis extrêmement longtemps. On s'entend que le retournement du gouvernement au Niger, c'est pas le début de l'opposition dans ce pays-là, et c'est pas le début non plus des problèmes dans ce pays-là, et des confrontations. Mais c'est là où, encore une fois, la position, les fameux Américains en tant que gendarmes du monde, là, c'est là où on voit un peu que les priorités ne sont pas toujours présentes. Il y a ça à prendre en considération, à mon avis. Puis bon, encore une fois, c'est le genre de conflit où, tu l'as dit, avec l'impact et la touche de la Russie, là, ben, c'est le genre de truc, encore une fois, où les solutions faciles n'arrivent pas. Et aussi, il ne faut pas oublier un des acteurs qu'on oublie, mais qu'on avait déjà fait un épisode sur le continent africain, qui est la Chine. Sans avoir nécessairement beaucoup d'intérêt directement au Niger, la Chine est quand même omniprésente à peu près partout et ça peut faire, encore une fois, réduire la prise de position de pays qui voudraient peut-être se mêler un peu à la situation au Niger pour essayer de régler justement ce conflit-là, ou du moins de contribuer à régler ce conflit-là. On sait que la Chine a souvent une position et elle imprègne un peu les pays dans lesquels elle va avoir une certaine mainmise à ne pas vraiment se mêler. La Chine ne se mêle pas non plus très très activement et n'est pas très très publique avec ses des interventions, là, comme on le sait avec le conflit en Ukraine, entre autres. À mon avis, c'est un peu la même chose qui va se traduire par les pays qui ont un petit peu signé leur contrat et signé à un certain point leur existence avec la Chine, comme plusieurs pays en Afrique. Donc, c'est là où peut-être ça va réduire, encore une fois, la volonté d'intervention, la volonté de stabilité du continent que d'autres pays pourraient peut-être avoir, essayer de s'en mêler, pas pour prendre position, mais vraiment pour amener une certaine stabilité globale sur l'ensemble des pays qui ont un impact sur les États d'Afrique de l'Ouest, plus globalement, moi, je dirais l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, là. Mais c'est peut-être ça un peu qui m'inquiète, c'est quelle est réellement la volonté des différents acteurs de trouver une solution qui va être pérenne pour la suite des choses au Niger et pour la zone économique plus globalement. Je me dis, il y a
peu de statu quo puis un peu de désintérêt, à mon avis, à ce qu'il y ait une solution qui soit trouvée à court terme. C'est peut-être ça qui m'inquiète un peu plus. Ouais, bah, ce que je te propose, JP, c'est que tu règles le cas devant les Nations Unies, tu fasses l'arbitre. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Ça ben pourrait... c'est vrai que ma parole serait digne de New York, Faites la paix. effectivement. Là, c'était des belles paroles qui, effectivement, ne vont pas vraiment être entendues et Je ne pas rigole. amener à grand-chose, mais à un certain point, puis je sais qu'on a plusieurs débats là-dessus sur les Nations Unies, Gab, mais ça reste que, même s'il ne se passe pas grand-chose, ça reste qu'il y a beaucoup de logique qui est parlée tout de même. Puis c'est malheureux parce qu'on espérait que ces réflexions-là soient faites par tout le monde. Tu sais, c'est triste à dire, mais quel est l'intérêt d'un conflit au Niger pour les parties prenantes présentement en place? Tu sais, est-ce que ça va amener le règlement du fait que la frustration et la prise de possession armée, c'est un peu un greed personnel de certaines personnes, comme d'habitude dans n'importe quel coup d'État, mais aussi une certaine opposition par rapport à la gestion du djihad au Niger? Ça ne règle pas ni l'un ni l'autre ce qui vient de se produire. Ça fait juste changer un peu l'état des forces. Donc c'est là où le discours pacifique d'être assis dans un bureau puis de dire des trucs un peu comme à l'ONU, puis c'est ce que mon genre de prise de position un peu dans ce genre de segment-là, ça reste que, espérons-le, que c'est ce que le collectif pourrait se mettre à croire. Mais bon, encore une fois, Mais je continue de montrer c'est, mon côté nationaliste uni. bah c'est plus ouais, nationaliste uni, ouais, c'est vrai que c'est un bon point là. Je l'avais pas pensé, mais non, comme tu l'as dit, il y a la solution actuellement est assez compliquée. Puis j'écoutais un podcast aussi aujourd'hui justement sur ce sujet-là. Et je trouvais que le point de l'intervenant, pardon, j'ai oublié son nom là, mais était très intéressant, qui disait qu'en fait, plus le temps avance, bah, l'horloge est à l'avantage du régime qui est en place, en fait. Hein, sachant que maintenant Wagner, je crois, devrait arriver incessamment sous peu, ou est déjà arrivé, hein, donc pour sécuriser évidemment les lieux de pouvoir, parce qu'en fait c'est ça le but. Hein, c'est pourquoi t'amènes Wagner, bah, c'est sûr, c'est pas une Wagner qui va aller sauver les populations contre les djihadistes, ils en ont rien à faire de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer les ressources, puis protéger la junte, essentiellement. C'est une milice privée, un peu comme des gardes suisses, en fait, qui viennent effectivement protéger, bah, pas le pape, mais en l'occurrence, ou par exemple, c'était notre cas en France, on avait des gardes suisses, qui viennent protéger effectivement le pouvoir, mais c'est essentiellement, c'est ça. C'est de la protection de pouvoir. C'est pas vraiment de la stabilisation de la région. Et c'est vrai que c'est peut-être le point. Je pense que les deux solutions, en fait, les deux issues, pardon, à ce conflit ou à ce coup d'État, je pense que ça va être, c'est malheureux, mais ça va être deux solutions. C'est soit le militaire, parce que tu l'as bien dit, la CEDEAO, donc il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une espèce de dieu light, on pourrait l'appeler comme ça, à l'africaine, avec bon, tous les problèmes qu'il peut y avoir effectivement dans la région, puis évidemment une économie qui est complètement évidemment en retard par rapport au monde occidental. Euh, et ben, elle a fait ce fameux ultimatum qui est de dire bon bah non, là, votre occupation du pouvoir est illégale. Et c'est une bonne chose, parce qu'on raffirme le droit international, qu'on n'a pas le droit de renverser un gouvernement qui a été démocratiquement élu. Parce que le problème, c'est que si tu fais un coup d'État, bah, t'incites les autres à dire, bon, bah oui, tout le monde, personne réagit, etc. Donc tu prends le coup. Donc la solution militaire, peut-être, va être intéressante à suivre. On sait qu'il y a des pays qui se sont opposés clairement, qui disent que eux seront contre toute intervention militaire de la CEDEAO. Tu l'as bien mentionné, l'Algérie, donc souvent des États qui sont plus en raccord avec les positions russes. Évidemment, évidemment le Burkina, évidemment le Mali, on dit que eux-mêmes ils aideraient le nouveau gouvernement en place. Enfin, tu vois que malheureusement leur parole les trahit en fait au niveau de leur alignement stratégique. Ils ont un peu d'ailleurs vendu, pardon de l'expression, mais leur cul pour quelques milliers de tonnes de blé justement en plus avec Vladimir Poutine. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est le dernier point, c'est que les Américains ont quand même une base militaire là-bas, au Niger. Ça, je pense que c'est le point qui va déterminer, effectivement, c'est est-ce qu'il va y avoir de l'action de la part des Occidentaux de manière plus approfondie. Bah, c'est les fameux Américains, parce qu'ils ont construit une base à un demi-milliard quand même. Donc ils mettent pas de l'argent pour rien, si tu veux. Et ils ont des intérêts stratégiques hyper importants dans la région, notamment, effectivement, tu l'as dit, tout ce qui est minage, mais c'est pas la même chose. C'est pas la seule chose. C'est que c'est une base qui est centrale au niveau du positionnement sur le continent africain pour faire des interventions bah, partout, quoi, pour avoir des jets, etc., puis pouvoir bombarder ce qu'ils ont envie, ce qui est d'ailleurs
peu atroce. Puis le dernier point, je pense, c'est la sanction économique. Parce que oui, les sanctions économiques, elles ont été extrêmement critiquées dans le cadre de la Russie, mais je pense que pour le Niger est un pays enclavé, donc je pense que si tu as des sanctions économiques, dans un pays qui est déjà aux abois économiquement, qui est là d'ailleurs l'un des plus pauvres du monde, je crois que c'est 185e pays le plus pauvre du monde, donc euh, qui est un des pays avec l'indice de développement humain les plus affreux de la planète. Donc, je pense pas que si tu rajoutes des sanctions à quelque chose qui fonctionne déjà pas bien, bah, je pense que ça va pas améliorer les choses. Donc, l'économique va vraiment peut-être les tuer. Puis le fait aussi d'avoir des sanctions russes appliquées de même sur leur commerce, bah, ça va complexifier évidemment tout leur approvisionnement. Donc, j'attends de voir ce qui risque de se passer, mais évidemment, je pense pas qu'on fera 15 segments sur le Niger tous les jours, mais c'est intéressant un peu de s'intéresser à un autre pays dans le podcast, et je trouvais ça intéressant d'en parler, en tout cas ce soir. Exact. Ben, c'était d'actualité, comme on l'a dit, là. C'est un place au débat plutôt classique là, avec ce qui se passe au niveau des rebuts. Puis comme on le dit, géopolitique, ça reste quand même assez intéressant également d'en parler un peu plus, surtout quand c'est polarisant, comme n'importe quel sujet qu'on fait dans les places au débat. Mais passons vers un sujet un peu moins polarisant avec le deuxième segment, le au son de la cloche. Parfait. Donc, je l'ai dit, un peu moins polarisant et ça m'a Ça, c'est surpris. sûr. Ça Ça, m'a c'est surpris, sûr. très certain, mais en même temps, je me serais attendu à ce que ça polarise un petit peu plus les marchés. Je l'ai dit en introduction, ça m'a fortement surpris que cette annonce-là, et même une qui était au préalable, là, dans les dernières semaines, là, ne fasse pas un petit peu se couler d'encre et un petit peu de volatilité au niveau des marchés. Encore une fois, je ne sais pas si c'est les vacances et la majorité des traders influents et des analystes influents sont en congé, donc là, ça va arriver avec un délai. Je blague bien évidemment, là, les marchés sont efficients en général, l'information serait reflétée directement, donc c'est déjà pris en considération. Mais on veut parler des actions de Fitch, là, qui sont une agence de notation quand même parmi les plus importantes avec Moody's et Standard Poor's. Fitch avait déjà mis là, sur sa watchlist à la fois le gouvernement américain, mais également les deux instances, Fannie Mae et Freddie Mac. On pourrait expliquer un petit peu plus en détail là, qu'est-ce que c'est. Mais ils ont downgradé. Donc, ils ont downgradé premièrement le gouvernement américain et de manière tout à fait cohérente par ce qu'on va expliquer au niveau de qu'est-ce qu'est Fannie Mae et Freddie Mac. Ben, Fannie Mae et Freddie Mac, qui avaient été aussi mis sur une watchlist, ont été downgradés de AAA à AA+. Bon, ça reste encore une fois parmi les meilleurs codes de crédit, entre autres pour le gouvernement américain. C'était du AAA pour Fitch, plusieurs autres agences de notation qui n'ont pas changé en tant que telles, n'ont pas downgradé. Là, donc c'est sûr que c'est pas comme si toutes les agences de notation avaient fait le même mouvement. Là. Donc Fitch, qui est une entité indépendante de n'importe quel Standard & Poor's, bien évidemment, et de Moody's, là, a pris leurs propres décisions. Mais ça reste que ce downgrade-là montre quand même certaine vision assez intéressante parce que c'est plutôt rare que les agences de notation vont jouer au yo-yo, surtout avec des instances liées au gouvernement. Et on remarque donc que ben, avant les élections américaines qui s'en viennent et avec la période qu'on a connue liée au fameux debt ceiling il y a de cela 2, 3 mois, ben, ça n'a pas été oublié par Fitch, qui a précisément décidé de faire ce downgrade là, du gouvernement américain et de Fannie Mae et Freddie Mac lié à cette friction-là qu'on peut voir et à l'impact de la politique sur la stabilité, entre guillemets, là, de la capacité du gouvernement américain de payer ses dettes et à la stabilité de Fannie Mae et de Freddie Mac de faire leur travail et leur rôle, d'être en mesure là, d'assurer une certaine forme de liquidité et d'accès, si on peut dire, à des mortgages, à des hypothèques au niveau des Américains. Donc, j'introduis très brièvement qu'est-ce que c'est également Fannie Mae et Freddie Mac. Là. Fannie Mae a été créé, je pense, en premier, là, ça date de 1938. Là, c'est le Congrès américain qui a lancé cette instance-là, qui est en fait c'est un surnom pour la Federal National Mortgage Association. Le rôle de Fannie Mae et Freddie Mac, je vais l'introduire très brièvement après, mais c'est fort similaire, là. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des mortgages auprès de lenders. Donc, les banques, par exemple, vont faire des hypothèques à long terme avec les fixed rates, là, un contexte américain que l'on ne connaît pas beaucoup au Canada. On en avait déjà parlé également dans un autre sujet du podcast. Et justement, Fannie Mae va faire le rachat de ces hypothèques-là et va soit les garder dans leur book ou bien refaire des mortgage-backed securities et remettre ça sur le marché. Donc, ils vont titriser ça et revendre ça. Donc, Fannie Mae a toujours été très profitable, mais encore une fois, c'est lié au gouvernement américain, ce qui n'est pas du tout un problème. Mais ça a quand même
une utilité parce que, ben, avec les actions de Fannie Mae qui achètent les mortgages auprès des lenders, ben, ça redonne du cash aux banques et aux compagnies qui font des prêts, ce qui n'est pas une mauvaise chose, encore une fois, pour continuer d'offrir ces prêts-là. Donc, un modèle qui marchait très bien. Freddie Mac, un peu similaire, lancé en 1970, lié au Emergency Home Finance Act, encore une fois un peu similaire, le marché secondaire des hypothèques. Objectif également un petit peu plus précis de réduire les taux d'intérêt des banques lorsque Freddie Mac a été lancé. Mais tout ça pour dire que c'est assez évident, Fannie Mae et Freddie Mac sont liés au gouvernement américain et donc le fait que le gouvernement américain pour Fitch est passé de AAA à AA+, c'était cohérent que Fannie Mae et Freddie Mac suivent également. Ça reste qu'encore une fois, et chez Gab, tu auras des points à ajouter là-dessus, mais ça reste que moi, je voyais ça comme étant beaucoup plus influent. Encore une fois, j'avais peut-être deux perceptions, et Gab, tu pourras en ajouter par la suite. Ma perception était, ben, sans s'aligner nécessairement, je m'attendais à peut-être que les agences de notation qui n'ont pas fait de downgrade du gouvernement américain et de Fannie Mae et Freddie Mac, peut-être les mettre sur leur propre watchlist, parce que ça reste que là, il y a une certaine incohérence et un désalignement entre les agences de notation pour un même issuer, entre guillemets. Donc ça m'a surpris un petit peu. Et sinon, ben, je me serais peut-être attendu à ce qu'il y ait une réaction quand même ou un certain doute. Là, on sait que le marché immobilier, plus globalement, est énormément affecté présentement par le contexte de la hausse des taux d'intérêt et même l'inflation. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais ben, on en avait parlé nous ou moi dans le podcast, là, mais ça reste que le nombre de transactions immobilières est en forte baisse, même si on est dans une période normalement qui est assez forte sur le continent nord-américain. Et on a un contexte également avec les taux d'intérêt qui ont été en hausse, mais on sait que les renouvellements du parc immobilier, ça va être plutôt chaud. Donc moi, je voyais ça comme étant peut-être un petit peu d'huile sur le feu là, du contexte immobilier un peu inquiétant de voir Fannie Mae et Freddie Mac être downgradés. Ça n'a pas été, encore une fois, on est début août, il y en a plein qui sont encore tranquillement à Cancun. Peut-être que la réaction des marchés a été un petit peu amoindrie par le contexte des vacances. Je n'y crois pas, là, je le dis avec énormément de blagues. En fait, même moi, je suis surpris. Je ne suis pas en vacances, je travaille, mais ça me surprend vraiment de voir les marchés qui ont été soutenus malgré tout par cette légère baisse. C'est une cote, là, on s'entend. C'est pas la fin du monde, mais ça reste quand même que c'est pas des petits joueurs lorsqu'on parle du gouvernement américain et qu'on parle de Freddie Mae de Fannie Mae et de Freddie Mac, pardon. Ouais, bah c'est vrai, comme tu l'as dit, JP, je trouvais l'intérêt de tout le sujet, effectivement, comme tu l'as dit, de parler des trois grandes agences, parce qu'on en a oublié une, c'est la Ginnie Mae aussi, parce qu'il y en a trois. Hein. Spoiler alerte, il y en a trois. Ginnie Mae, Freddie Mac et Fannie Mae, du coup. Du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. Et ben les trois, en fait, fonctionnent un peu de la même façon, mais je trouve ne sont pas les mêmes choses. Je trouvais ça intéressant de justement ce sujet pour introduire effectivement ces trois agences, introduire leurs différences, puis introduire aussi tout le système des notes de crédit. On en avait parlé, si je me souviens bien, il y a très très longtemps dans un vieil épisode. Et ben ces fameux downgrades, ils arrivent périodiquement. Alors bon, les downgrades, ça arrive. En fait, c'est un peu comme si tu passais, bon, pour les Français qui m'écoutent, c'est comme si tu passais de 20 sur 20 à 19,5, tu vois. Est-ce que ça change quelque chose foncièrement? Non, on a compris que tu avais le bac largement, là, que ça marche bien, etc. C'est un peu la cerise sur le sundae d'avoir le fameux triple A. Alors, évidemment, c'est plus votre note est mauvaise, plus évidemment vous payez cher vos intérêts. Vous avez ce qu'on appelle un écart de taux ou un spread en anglais qui est lié effectivement à cette note-là. Donc, effectivement, avoir une réduction de ta note de crédit, c'est pas bon. Mais dans ces circonstances-là, de passer du triple A au double A+, qui est la deuxième meilleure note possible dans le système de Moody's, s'appelle de AA1 dans le système de Moody's et AA+, pardon, dans le standard, chez Standard Poor's, ça change pas grand-chose, tu vois. Donc, faut savoir effectivement que ces notes-là, en fait, oui, on a un impact, mais ça permet de tirer des tendances, de savoir qu'est-ce qui inquiète effectivement les analystes des agences de notation par rapport à la situation. Ben, je pense que c'est principalement l'endettement, évidemment, américain qui commence à poser question, parce qu'on a dépassé des niveaux d'endettement, de dette euh, par rapport au PIB, évidemment, supérieur à 100% depuis le Covid, donc ce qui est effectivement un facteur de risque. Puis la hausse des taux effectivement augmente ce qu'on appelle la charge de la dette. C'est-à-dire que effectivement avant bah, tu émettais de la dette à 1%, donc évidemment quand tu as mis de la dette à 1%, ça coûte pas cher hein, si tu veux. Tu peux être endetté quelque part, bon bah alors là chaque année la dette que tu refinances à chaque année bah, va te coûter seulement 1%. Mais là les échéances qui s'en viennent maintenant bah, vont être financées avec le taux
euh, souverain des États-Unis qui est en vigueur. En l'occurrence, je crois que c'est 4% à peu près, le taux US 10 ans à peu près, le JP. Donc, là, je le fais en mode je drop les chiffres comme ça sans le savoir, là, mais les taux des dettes américaines ont quand même considérablement augmenté. Ben, elles ont suivi d'ailleurs les hausses de taux de la Banque centrale, hein, quasiment. Hein. C'est comme ça, c'est le mécanisme fonctionne de cette façon-là, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça a été fait d'un point de vue pour aller freiner l'inflation. Mais là, ce qui commence à poser la question, c'est que maintenant, bah, la dette, faut la repayer, si tu veux. Ou s'il faut pas la repayer, il faut la refinancer, mais à un taux d'intérêt plus élevé. Donc, on se retrouve un peu coincé, effectivement, au niveau de ça creuse effectivement le déficit. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce downgrade qui se fait. Euh, pour autant, il faut le regarder, par exemple, en comparant le taux, la cote de crédit souveraine versus la cote de crédit, effectivement, de ces émetteurs-là, donc Ginnie Mae, Fannie Mae, Freddie Mac. Ginnie Mae est associé au gouvernement américain, donc, alors que les autres, Fannie Mae et Freddie Mac, sont des agences qui sont liées au gouvernement américain, mais qui ne sont pas partie du gouvernement, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des government sponsored entities, donc c'est comme des sociétés d'État, qu'on pourrait traduire en français. Et leur fonctionnalité est similaire, mais un peu différente, est similaire, mais n'assure pas le même type de prêt. Tu l'as dit, bon, alors la Ginnie Mae, eux, ils assurent des prêts garantis par l'État, les fameux FHA loans, donc sont comme des prêts pour les particuliers, pour acheter leur première maison, etc. C'est un peu l'équivalent pour les Canadiens qui nous écoutent des prêts garantis par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Beaucoup d'acronymes aujourd'hui, désolé. Et de l'autre côté, la Fannie Mae, elle s'occupe plus de prêts conventionnels, c'est-à-dire donc des prêts pour des gens qui ont plus de 20% de mise de fonds, ou un ratio prêt-valeur inférieur à 80%, si on fonctionne dans l'autre sens, qui proviennent principalement, en fait, c'est ça, de grandes banques. Et la Freddie Mac fait la même chose, mais pour des plus petites banques, ainsi que des caisses populaires, donc des credit unions, comme on les appelle aux États-Unis. Donc, le principe est le même. Le but, c'est de créer de la liquidité, effectivement, sur les marchés, leur fonctionnement. Alors, d'ailleurs, au début, quand je commençais mes cours de finance, donc c'est pour ça que je ne soyez pas gêné de trouver ça surprenant, ce business-là. Je disais, mais qu'est-ce que fout le gouvernement américain à créer de la liquidité sur le marché des hypothèques, etc. Est-ce que c'est réellement la fonction du gouvernement? Bah quand même, oui, c'est un peu la fonction du gouvernement, c'est que ça permet en fait à monsieur et madame tout le monde de s'acheter une maison en fait, parce que les prêteurs étaient avant beaucoup plus frileux, tu l'as dit, après la crise des années 30, on commençait à être effectivement beaucoup plus frileuse, on prêtait pas à n'importe qui, il fallait avoir des preuves de revenus hyper solides, etc. Et d'avoir une entité, si tu veux, qui vient mettre un coup de tampon, de dire c'est de la bonne, quelque part, eh ben, ça a permis de créer un marché secondaire dans lequel se font des transactions, puis un espèce de gage de confiance sur la qualité de ces actifs-là. On a bien vu qu'en 2008, ça n'a pas marché tel quel, ça a vraiment foiré, que ça c'est effectivement le cas. Mais le marché des MBS, donc des mortgage-backed securities, est extrêmement important parce que il permet de créer, de vendre, de transférer du risque entre institutions financières, comme tu l'as décrit, JP. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça avec ce sujet-là, c'est qu'on vient de cumuler effectivement l'impact, comme tu as dit, le fonctionnement des codes de crédit, le fonctionnement des trois agences de notation des mortgages aux États-Unis, donc Ginnie Mae, Fannie Mae et Freddie Mac, et de toucher aussi un peu sur l'impact marché. Je dois t'avouer que moi, j'ai pas trop suivi parce que bon, je suis un peu pris ces derniers temps, là, comme j'ai dit en intro, ce qui fait que j'ai même pas regardé mes comptes aujourd'hui, là, donc je pourrais pas te dire vraiment si ça a eu un impact, mais je pense qu'il va être mineur parce que bon, triple A, double A+, ça changera pas grand-chose, hein, finalement. Exact. Mais tu sais, je pense que ça valait la peine d'en parler. Effectivement, en ce lundi, je pense que la majorité des indices ont montré une forme de relance, là. Donc, on sait que ça a été un peu du yo-yo, il y a pas de grands gains, de grandes pertes dans les dernières semaines, dans les derniers mois aussi, à certains égards, là. Donc, ça a été plus une nouvelle qui semble être un peu passée sous le tapis malgré tout. Encore une fois, j'en suis surpris, tu l'as dit, c'est pas quelque chose d'anormal. Le A+, non, et du gouvernement américain n'est pas non plus une cote très très différente de la majorité des partenaires économiques principaux des États-Unis, là. Le Canada est aussi dans du A+, par exemple, donc c'est pas comme si ça sortait de l'ordinaire également pour un gouvernement souverain, mais quand même, ça valait la peine d'en parler à mon avis, puis ça, comme tu as dit, ça touchait un topo quand même
anges de notation, pour ceux qui ont écouté The Big Short et compagnie, c'est de mettre en loupe et mettre à l'avant-scène les anges de notation qui, peut-être, on ne devrait pas, parce qu'ils font un petit peu leurs propres lois et leurs critères pour upgrader ou downgrader. C'est peut-être un peu n'importe quoi. C'est ce que disait le cher leader du fond Sion, pour ceux qui ont écouté le film. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas partir sans place au débat pour pousser davantage le sujet, là, mais apprendre avec un grain de sel toujours ces agences de notation-là, surtout lorsqu'elles ne s'alignent pas l'une avec l'autre. C'est pas non plus le but qu'elles s'alignent, mais quand elles ne sont pas alignées, tu te dis, bon, quels sont les intérêts réels de Fitch de faire ceci? Les agences de notation, c'est un peu un branding aussi, on va pas le cacher. Donc, est-ce que le fait que Fitch, soudainement, est dans la majorité des revues de business pendant une semaine, est-ce que c'est intéressant pour eux? Peut-être. Bref, à mon avis, il y a aussi un petit peu de jeu de coulisses, c'est Wall Street. Mais bon, je pense que ça valait quand même la peine d'en parler. Je sais pas, Gab, si tu avais un autre point avant qu'on rentre de l'antenne. Non, 2 points. C'est sûr que Michael Blurry, en l'occurrence, pour le fondateur de Sion, là, donc le type qui frappe avec ses baguettes là, de batterie, là, tap, 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 comme ça, là, comme un fou durant le film. On vous le recommande, évidemment. Je pense que c'est un bon complément aussi si Pour les vous êtes MBS, intéressé. Si vous intéressez un peu au fonctionnement, alors, je trouve que le film, c'est peut-être le reproche que je peux lui faire là. C'était mon deuxième aparté. Le reproche que je peux faire au film, c'est que c'est quand même pas très pédagogique là, hein, tu sais, on a du mal à comprendre le fonctionnement, etc. Exact là. Donc je pense que les plus initiés évidemment à la finance comprendront évidemment tous les termes, etc. Mais la logique est assez simple, c'est que et puis on l'a dit 50 fois évidemment sur ce podcast-là, donc je ne me répéterai pas, mais tout ça, c'est des actifs qui sont liés quelque part à la performance du marché immobilier. Et puis donc, c'est de la dette immobilière, en fait, tout ça, hein, les MBS, etc., les CDO, sauf que tout est packagé avec tout un tas d'instruments financiers, etc., très complexes, et ce qui fait que, bah, en fait, je pense que on redéfinit la crise de 2008, là, mais on a créé toute une espèce d'ingénierie financière complexe qui fait que elles-mêmes, les agences de notation de crédit, ont de la difficulté en fait à évaluer le vrai risque en fait de ces instruments-là. En fait, et je pense que c'est toute la subtilité derrière ça. Mais bon, après, effectivement, par contre, le marché des MBS, je crois, Ginnie Mae est resté tout à fait stable, d'ailleurs, pendant 2008, hein. Il n'y a pas eu non plus de pertes extraordinaires. Corrigez-moi encore une fois si je me trompe là. Mais à mon souvenir, c'est pas l'agence qui a été la plus touchée, hein. Je crois que en l'occurrence, c'est Fannie Mae et Freddie Mac qui ont été les plus touchés durant cette période-là, puisque c'était des prêts conventionnels, alors que Ginnie Mae, c'est uniquement des prêts FHA ou VA, là, comme on appelle aux États-Unis. Donc, encore une fois, c'est intéressant, je trouve, d'introduire le rôle de ces différents acteurs. Puis je pense qu'on est prêt, JP, à rendre l'antenne pour ce soir. Qu'est-ce que t'en dis? Absolument. Donc, merci comme d'habitude, Gab, pour ta contribution. Merci tout Grand le plaisir. monde pour vos écoutes. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme clé pour les commentaires. Donc, sur YouTube, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Tu l'as dit, Gab, également, là, dans une période où les nouvelles d'actualité savoureuses se veulent plus rares, n'hésitez pas à partager vos idées, même débattre de certains sujets là, que vous voudrez qu'on discute davantage dans la zone commentaire publique de l'épisode ou également là, dans la zone description que Gab met également l'adresse courriel du podcast. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des sujets qui vous intéresseraient. Sinon, pour la majorité d'entre vous, sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications. Également, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et je vous souhaite à tous et à toi, Gab, une très belle semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.